Moi, je dirais que Françoise Dolto avait bien raison quand elle disait on ne naît pas parent, on le devient. Et je trouve que les parents, quand ils ont bien pris la décision de devenir parents, ils ont eu ces 9 mois de grossesse. Et déjà pendant ce moment-là, s'il y a eu beaucoup de discussions entre les parents, il y a déjà le sac à dos qui est bien rempli d'éléments de leur propre éducation qu'ils ont suivi dans leur famille d'origine. Et je trouve que c'est l'invitation aussi aux parents de faire confiance à leurs sentiments pour donner la bonne éducation à leurs enfants. Éduquer un enfant, pour moi, l'essentiel, c'est qu'à la fin de cette éducation, il y aura une personne adulte qui soit bien dans sa peau et qui soit heureux et qui puisse mener une vie heureuse, parce que ça, en fait, ça devrait être le but premier de toute éducation. Et en fin de compte, l'idée, c'est aux parents de se rendre superflu, que les enfants un jour arrivent à faire leur vie eux-mêmes. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les parents, ils ont beaucoup de stimuli de par leur entourage, tellement de contraintes dans leur vie qu'il est difficile de se concentrer sur l'essentiel. Souvent, les parents, quand ils passent dans la librairie, il y a des centaines de livres qui parlent d'éducation et retrouver vraiment les éléments qui sont importants pour les parents, ça c'est un point très difficile pour eux. Voilà, le cycle de vie de la famille, en fait, ça c'est un cycle qui commence avec la naissance de l'enfant. L'enfant va grandir, l'enfant un jour va quitter sa famille d'origine pour rencontrer un autre être humain avec lequel il se met en couple d'amoureux. Et ce couple d'amoureux, un jour, va être couple de parents. Et puis, ce couple de parents va éduquer son enfant pendant tout le temps nécessaire jusqu'à ce que cette personne puisse aussi faire sa vie autonome. Et puis, le cycle va reprendre et comme ça, ça se reproduit à chaque enfant. Moi, je suis persuadé qu'effectivement, la venue du premier bébé va perturber le couple, c'est sûr, mais je suis aussi persuadé que c'est une perturbation positive, parce qu'il y a un grand changement, et si le couple, comme je l'avais déjà dit auparavant, a bien pris cette décision de devenir parent, cette perturbation sera vécue comme une joie, comme vous le dites, et ce sera la base d'une bonne éducation. Le rôle des grands-parents, effectivement, je dirais, c'est très dépendant de la demande aussi des parents. Si les grands-parents vont jouer un rôle vraiment éducatif dans le quotidien de l'enfant, c'est très important que les parents et les grands-parents se mettent d'accord sur les grandes lignes qu'il y ait dans l'éducation, parce que sinon l'enfant n'arrivera pas à trancher entre ce qui est vrai et pas vrai. Et puis, si les grands-parents restent un peu comme c'était autrefois le cas, le gardien des trésors de la famille, eh bien, c'est pour eux, c'est pour les enfants très intéressant de les voir souvent et de pouvoir puiser de ce trésor. Si effectivement les grands-parents ont, par exemple, une journée grands-parents par semaine, là, effectivement, il faut qu'il soit clair que les deux, parents et grands-parents, tirent sur le même bout de ficelle pour que les enfants savent s'y orienter. Le lien stable et sécurisant, en fait, c'est le pilier de toute éducation. Et une chose est certaine aussi, l'établissement de ce lien prend du temps. Donc je dirais que pendant la toute première année de vie de l'enfant, il est
indispensable que les parents soient présents le plus possible pour que effectivement l'enfant fasse l'expérience qu'à tout moment et à tout besoin, les parents réagissent à ses besoins. Le piège le plus grand, à mon avis, c'est qu'autrefois, les mamans disaient « Ah, il faut laisser crier l'enfant, c'est bon pour ses poumons et ce n'est pas vrai du tout. Hein. Un enfant qui sollicite ses parents, c'est parce qu'il a besoin qu'ils soient là. Et il n'y a aucun enfant au monde qui demande après son parent juste pour le priver, par exemple, de terminer son match de foot à la télé. Quand l'enfant demande ses parents, c'est parce qu'il a vraiment besoin d'eux. Ma maman, elle m'a laissé crier parce qu'elle trouvait que c'était bien, mais ce n'est pas du tout vrai. Un enfant apprend à attendre parce qu'on a satisfait ses besoins tout de suite. C'est comme ça que l'enfant apprend à attendre. Ce n'est pas en attendant qu'il apprend ça. Une chose est certaine, les enfants détestent des parents qui essayent d'être parfaits et en fait, le perfectionnisme n'existe pas. Les enfants qui vivent des parents qui commettent des erreurs apprennent que commettre des erreurs, c'est très naturel. Et les enfants qui vivent des parents qui ont la capacité de s'excuser après avoir fait une erreur, ça c'est l'apprentissage le plus important qu'un enfant peut faire. Les valeurs dans l'éducation, pour moi, c'est la base de l'éducation. Ça, c'est vraiment les grandes lignes à transmettre à son enfant pour que, sur ces valeurs, il peut aussi adapter son comportement pendant son développement. Prenons un exemple, une valeur très importante dans ma famille, ça c'était la ponctualité. On voulait que tout le monde soit à table à midi et dans mon éducation, avoir des parents qui étaient vraiment derrière cette valeur m'a beaucoup appris. Bien sûr, il y a des différences entre maman et papa et bien sûr, il peut aussi y avoir des différences sur des valeurs à transmettre à l'enfant. Mais à mon avis, il est très important que pour que l'enfant puisse s'orienter, pour les grandes valeurs dans l'éducation, papa et maman parlent d'une seule voix. Hein. Prenons l'exemple d'une éducation sans violence. Il est clair que si papa dit la petite tape c'est permis et maman dit le contraire, l'enfant ne peut pas comprendre ça. Pour les grandes valeurs de l'éducation, l'enfant doit avoir des parents qui sont d'accord sur ces valeurs. C'est une chose très importante de savoir dénicher les besoins de l'enfant et avec la naissance de l'enfant et avec toutes les heures de sa vie, on apprend à lire ce petit être et on apprend à voir et avec l'expression de son visage et de son corps qu'il exprime ce dont il a besoin. C'est un exercice qui est très très difficile parce que, surtout quand l'enfant est encore très petit, il demande beaucoup d'attention de ses parents, mais en fait, les parents ont les mêmes besoins que les enfants. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de sommeil, ils ont besoin de détente. Et ça, c'est très important, ce besoin de détente, que les parents se gardent leurs îlots de détente et leur station de ravitaillement pour qu'ils puissent avoir le réservoir d'essence plein pour pouvoir bien gérer les demandes qui viennent de leurs enfants. Les limites dans l'éducation des enfants sont indispensables. Un enfant qui grandit sans limites, c'est un enfant qui va se trouver dans le chaos parce qu'il a besoin de ses parents et qu'il a besoin de parents qui mettent des limites pour qu'il puisse s'orienter et pour qu'il puisse apprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
Et ce n'est pas lui qui le sait d'office, mais c'est ses parents qui le savent, et c'est à eux de faire comprendre ça à son enfant. Grande difficulté pour les parents, parce que parfois les parents se disent « Oh là là, si je dis tout le temps non à mon enfant ne va plus m'aimer ». Et ce n'est pas vrai du tout. L'enfant demande à ses parents qu'on leur mette des limites. Et quand l'enfant grandit, bien sûr, tout au début, les limites sont importantes pour protéger l'enfant. Il est clair qu'on ne peut pas laisser le bébé ramper jusqu'à la prise électrique. Hein. C'est clair que là, il faut mettre des limites. Hein. Mais bien sûr, quand l'enfant devient plus grand, il faut aussi expliquer ce qu'on leur demande. Les signes qui montrent que les parents sont sur le bon chemin, c'est que l'enfant teste toujours les limites, hein, et que l'enfant veut savoir que ces limites restent stables dans le temps. Hein, et ça, c'est un test que les parents doivent supporter. Hein. L'enfant ne va pas accepter une limite dès la première fois, dès la première répétition de ses parents, mais l'enfant a besoin que les parents restent constants sur l'établissement des limites. Face à un style éducatif autoritaire, l'enfant réagit par la peur, hein, parce qu'il a peur de la conséquence de la personne qui est autoritaire. Hein, parce qu'il y a une grande différence entre être autoritaire et avoir une autorité. Hein. Le parent qui est autoritaire, l'enfant suit ses règles parce qu'il a peur de la conséquence. Un enfant qui est devant une personne qui a une autorité, hein, il comprend la demande de ce parent. Et ça c'est la grande différence. Et un enfant qui vit un style éducatif autoritaire, il a peur. Et ça, ce n'est pas un bon guide. Ça, c'est tout à fait le contraire. Et c'est tout aussi mauvais pour l'enfant, parce que là, l'enfant perd les repères. Il ne sait pas, il n'apprend pas ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et vivre dans ce chaos, ça rend très difficile de grandir dans cette idée d'être bien dans sa peau, parce que l'enfant ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal, et comment veut-on vivre une telle situation. Faire passer son message, ça c'est l'essentiel pour que l'enfant puisse donner une réaction. Et ce message, il faut d'abord qu'il soit clair, il faut que ce message soit compris par l'enfant, et il faut que dans ce message, il y ait les sentiments aussi de la personne qui émet le message. Donc, il est très important que le parent dise que ce qu'il veut. Moi, je veux que tu ranges ta chambre. Ça, c'est un message qui est clair, hein, et ça, c'est un message qu'un enfant peut comprendre. Si, par exemple, on dit ta chambre, c'est une vraie saloperie, l'enfant ne peut rien faire avec un message comme ça. Si on parle de convention dans l'éducation des enfants, on parle d'un élément qui peut faciliter la tâche d'éduquer. Souvent, les parents remarquent un élément dans la vie quotidienne de leur famille qui ne marche pas, et c'est sur cet élément qu'il faut se baser. Par exemple, l'enfant ne vient jamais à temps pour manger à midi. Hein. C'est une situation que la famille ne veut plus supporter, et puis tout le monde se met ensemble pour trouver un arrangement. Donc l'enfant est inclus aussi dans cet arrangement, parce qu'on lui demande qu'est-ce qui peut être ta solution. Et puis on met les deux éléments ensemble, et puis on essaye de trouver une solution ensemble qu'on va mettre en place. Et une chose qui est très importante dans tout cela, c'est que l'enfant sache très bien ce qui est la conséquence, quand même il ne vient pas à temps. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut arranger les situations qui deviennent difficiles à supporter dans la vie quotidienne d'une famille. Ce qui est primordial si on parle de communication avec l'enfant, c'est que l'enfant sache que ce que je lui dis, c'est important pour moi. Hein.
Et il est très important pour l'enfant d'entendre aussi les sentiments de ses parents quand il lui parle. Hein. Et il ne faut jamais, il faut à tout prix éviter de parler sur un mauvais comportement de l'enfant. On ne dit jamais tu es une vraie peste, mais on dit tu te comportes de façon mauvaise. Donc on ne parle pas de la personne, mais on parle de son comportement. Et très important aussi, mettre dans la communication ce que moi je ressens. On ne peut pas dire que si on est enfant unique, qu'on devient égoïste automatiquement. Mais il y a des indications dans le comportement de l'enfant qui peuvent donner des idées sur sa position dans la fratrie. Par exemple, le premier enfant de la famille, c'est le seul enfant qui a fait l'expérience d'être enfant unique. Tous les autres ne vont plus jamais faire cette expérience. Et bien sûr, ces expériences qu'ils ont fait, que les enfants ont fait, vont aussi marquer leur caractère. Parler de décalage idéal, c'est très difficile. Ça, à mon avis, ça dépend aussi des idées d'éducation des parents, hein, parce que les parents sont d'avis que des enfants proches les uns aux autres, ça va nous mener à une vie plus libre plus vite. Hein. C'est une décision à prendre, mais si on aime se vouer plus longtemps à un enfant tout seul, eh bien, on arrive de nos jours très bien à planifier les écarts qu'il peut y avoir entre la naissance des enfants. Favoriser la communication entre les membres de la famille, c'est un élément, comme beaucoup d'autres dans l'éducation, c'est un comportement qui s'apprend quand on a un bon modèle. Hein. Quand on grandit dans une famille où la communication est une valeur importante et est une valeur transmise et vécue, les enfants vont copier ce comportement et voilà, c'est le bon modèle qui compte. Les parents qui ne se parlent pas, ils ne peuvent pas attendre de leurs enfants qui vont être des grands parleurs. Parler de signes d'alerte, à mon avis, on est déjà un peu en retard avec ces réactions. Il faudrait s'y mettre avant. L'importance ou l'important pour les parents, c'est de voir si on est en présence d'enfants heureux. Un enfant heureux, voilà, on le ressent tout de suite parce que c'est mon enfant. Et un enfant qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments ou où les parents ont l'impression qu'il n'est pas bien dans sa peau, là, il faut effectivement très, très, très vite réagir en conséquence. Dans beaucoup de familles, les deux parents vont au travail et beaucoup de mesures sont mises en place pour que les enfants soient pris en charge du matin au soir. Et souvent, tous ces systèmes s'écroulent parce que l'enfant est malade, parce que pour une raison ou pour une autre. Et dans ces cas-là, il est très, 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 très important de faire aussi appel à cette famille élargie pour éventuellement faire face à des imprévus et d'un autre côté, oncle et tante, un peu comme les grands-parents, eux aussi ont maintes choses à raconter sur comment c'était autrefois. Et je trouve que ça, c'est très important aussi et très intéressant pour les enfants. La tradition aussi de la famille. Par notre mode de vie, déjà par les distances et par beaucoup d'éléments dans notre vie, les liens entre ces différents membres sont devenus beaucoup, beaucoup moins forts
qu'auparavant. Donc très souvent, les enfants ne voient pas leurs oncles et leurs tantes seulement peut-être pour Noël ou pour des fêtes, mais un échange régulier ne se fait plus parce que souvent la famille est loin, et surtout ici au Luxembourg, la famille est très souvent loin, et voilà, ces liens deviennent plus faibles. Et en fait, c'est très dommage.